Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Aura d'experts. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Philippe Terrier, ancien industriel, aujourd'hui président du football club de Villefranche-Beaujolais, investisseur. Il va nous parler de son parcours, on verra sa success story. Il va également nous parler de la relation qu'il a pu entretenir et qu'il entretient encore avec les experts comptables et les commissaires aux comptes. Philippe, vous êtes né le 26 juin comme la chanteuse Ariana Grande, l'acteur Danny Boone, le footballeur Paolo Maldini et le cycliste Gray Lemon. De qui vous vous sentez le plus proche ? Danny Boone. Il y a un truc incroyable, c'est que je fais jamais de sport. Et je me retrouve dans une salle de sport. On est trois dans la salle de sport. Il y a moi, ma femme et Danny Boone. Et ma femme me dit, t'as vu, il y a Danny Boone à côté. Ouais, je lui dis, mais c'est pas possible, ça peut pas être Danny Boone. Et il a passé son temps à courir, à nous regarder en se disant, mais c'est quoi ces deux crétins qui m'ont pas reconnu ? Et on est ressortis, et après on a été voir sur Internet, c'était bien Danny Boone qui courait à côté de nous. Improbable. Improbable. Mais je savais pas qu'il était né le 26 juin. Et ben voilà. En plus. Comme toi. Voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, on va changer un peu le format. D'habitude, on ne pose pas cette question aux invités, mais on va te demander de te présenter de manière succincte. Voilà, si tu peux nous dire qui tu es, Philippe. Je suis un Caladois, je suis né à Villefranche-sur-Saône. Il n'y en a plus beaucoup il y en a plus qui naissent à Villefranche. Je suis né à Villefranche-sur-Saône. J'ai passé mes études à Villefranche. J'étais pas un élève studieux. Je pense que les lycées de Villefranche ont eu du mal avec moi. Mais j'ai réussi à avoir mon bac du deuxième coup. Et après, je suis parti faire un BTS, donc je n'ai pas fait des grandes études. Je venais plutôt d'un quartier un peu chaud de Villefranche, mais en ce temps-là, c'était plutôt sympa d'habiter dans des quartiers comme ça. Mon père s'est mis à son compte quand j'étais gamin. Il a monté une petite boîte et après, on est parti habiter à la campagne. Mais c'est toujours cette culture de Belle-Roche qui, pour moi, est importante parce que c'est là où j'ai passé mes meilleures années, parce que quand tu te retrouves adolescent et que tu n'as plus de copains et que tu es en pleine campagne, tes parents vont te dire que c'est un bel endroit, assez difficile à accepter. Voilà, après j'ai décidé, après mes études, j'ai fait un BTS technico-commercial option génie mécanique. J'avais pas spécialement envie d'aller dans l'industrie. Si j'avais eu un rêve, ça aurait été de rencontrer Coluche et travailler avec lui et écrire des sketchs. Ça aurait été vraiment l'apothéose pour moi. Et du coup, je suis rentré dans la boîte de mon père finalement, sur une machine au démarrage et un peu pour installer tout le système informatique parce qu'en ce temps-là, les ordinateurs apparaissaient juste. Je suis de notre génération. Et finalement, c'est quelque chose que j'ai adoré, et c'est devenu une passion, et j'ai développé cette entreprise. Voilà. Okay, on aura l'occasion d'en reparler. Avant, et parce qu'on représente aujourd'hui, nous, l'ordre des experts comptables, est-ce que tu peux nous donner ta définition, on va dire, de l'expert comptable, à quoi il sert finalement ? Quand on est chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on attend de son expert comptable ? Eh ben, l'expert comptable, il va t'aider à avoir une vision exacte de ton entreprise à l'instant T. Et pour moi, ce qui doit surtout, c'est t'aider à anticiper. Pour moi, le rôle que j'attends de lui, c'est de te dire qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce que tu dois anticiper. Et comment tu peux te projeter dans l'avenir et quelle structure tu dois mettre en place. Je vois trop d'entreprises qui n'ont pas prévu de mettre une holding à un certain moment question que je me suis souvent posée, est-ce qu'il faut avoir une SCI pour tes bâtiments ? Est-ce que tu dois aller laisser dans l'entreprise ? C'est ça, le chef d'entreprise, il sait difficilement répondre à ça parce qu'il a d'autres problématiques et un expert comptable, il peut t'aider là-dessus. Et aussi présenter un bilan comme il faut pour que derrière un banquier puisse avoir confiance en toi. C'est vrai que tu as plus travaillé, on va en parler, avec des commissaires aux comptes, parce que tu as une petite PME qui est devenue une grande PME, mais on aura l'occasion d'y revenir. Amélie, si tu veux... Oui, justement, pour revenir sur l'entreprise familiale, du coup, donc tu nous expliques que tu as commencé sur une machine.
comment on en arrive à cette success story, un petit peu les étapes un peu de tout ça, jusqu'à la reprise ensuite. Ouais. Si tu veux, dans la vie, il faut de la chance, quand même. Il faut de la chance, mais après, il faut saisir les chances. Donc, si tu n'es pas dans le bon timing, si tu n'es pas dans le bon tempo, tu auras beau faire ce que tu veux, il y a des choses qui ne vont pas se créer. Mais quand l'opportunité est là, il faut savoir la saisir. Je pense que je rentre 5 ans après dans l'entreprise Terrier. L'histoire n'est pas du tout la même. Le train est passé et c'est fini. Je ne peux pas écrire la même chose. Peut-être que si je rentre 5 ans avant, je suis dans un confort et du coup, je n'ai pas la remise en cause que j'ai vécue parce que je suis rentré la première année où les gros donneurs d'ordre se sont mis à imposer des baisses de prix. Donc j'ai tout de suite été dressé à ça. Et pour bien comprendre, dans l'entreprise, vous faisiez quoi? Donc on fabriquait des pièces en acier. D'accord. Mais essentiellement pour Renault Trucks, Caterpillar, Otis, que des gros donneurs d'ordre. Okay. Voilà, c'était une entreprise où, en ce temps-là, on ne voulait jamais être plus de 50 personnes. Donc ma mère était à mi-temps et on était 49,5. Okay. Et on s'était juré de jamais être plus de 49,5. Voilà, donc je suis rentré dans l'entreprise, on devait être environ 35 ou 40. Et on visait les 49,5 et c'était... Et vous avez fini à combien? On a fini à 1000. Je tiens pas toujours mes promesses. Et quand tu es rentré dans l'entreprise, tu avais déjà cette idée potentiellement de reprendre, ou est-ce que c'est venu un peu au fil de l'expérience? Comment cette idée a appris à germer? Alors si tu veux, mon père avait un investissement à faire quand j'avais 17 ans. Et c'était un investissement qui représentait le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et tout le monde œuvrait auprès de ma mère pour lui enlever cette idée de la tête. Et il lui disait, Mme Thirier, il ne faut pas que votre mari fasse ça, c'est une grosse connerie, vous allez tout perdre. Aujourd'hui, vous avez une petite entreprise qui tourne bien, ne faites pas cet investissement. Que ce soit le comptable, le banquier et bien d'autres. Et mon père, qui était plus un industriel, qui avait une vision technologique, si tu veux, qui comprenait que cette machine, elle avait quand même quelque chose de particulier et que c'était sûrement l'avenir. Il avait pas envie de le faire. Et du coup, il m'a monté au salon de la machine-outil à Paris. Et je me suis retrouvé devant la machine et il m'a dit si tu me dis que tu viens bosser avec moi, je l'achète. Voilà. Il était assez malin dans ses façons de faire. Et quand il est redescendu, il a vu ma mère et il m'a dit Philippe a dit qu'on achetait la machine, il viendra bosser avec moi. Et après, j'ai jamais pu inverser le truc, même si j'avais pas spécialement envie. Et en tant que jeune dirigeant, ton premier grand défi, pour toi, ça a été quoi? Ça a été du coup, ce qui est la chance de ma vie, ça a été d'écrire un manuel qualité, des procédures, parce que quand je suis rentré dans la boîte, alors il y avait des programmes à écrire sur les machines à commande numérique, et donc il fallait les faire tourner. J'étais avec une super équipe et un gars qui m'a appris justement à faire tout ça, Armand, si jamais il écoute l'émission. Et mon père m'a dit, j'ai des courriers de Renault Trucks, de Caterpillar, je comprends rien ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on décrypte des procédures, un manuel. T'as été un peu à l'école, toi, c'est toi qui vas t'en charger. Et du coup, voilà, j'ai pris cette mission et c'était où les procédures étaient bien écrites et le manuel bien écrit et on allait grandir, où on était sorti des gros donneurs d'ordre, et ouais, ça a été un peu différent. Ça t'a même permis finalement de comprendre ce qui se passait, comment ça fonctionnait. C'était exceptionnel, parce que du coup, tu étais obligé de t'intéresser à chaque secteur et d'expliquer comment marchait chaque secteur. C'était vraiment une chance incroyable. En termes de temporalité, l'échelle de temps de passer de 40 à 1000 personnes, pour qu'on comprenne un peu cette ampleur? Moi, je rentre en 87 dans l'entreprise, donc là, on est environ 35-40. Il y a le défi des donneurs d'ordre qui demandent d'écrire les procédures.
Et là, il y a une réduction de fournisseurs qui commence à se faire. Parce que la croissance, elle est due justement à cette réduction de fournisseurs. Quand Renault Trucks nous demande d'écrire les procédures, on est 200 fournisseurs de tôlerie. Et à la fin, ils disent qu'il n'y en aura plus que 5. Voilà. Oui. Donc, ils le font très doucement. Ils laissent du temps aux entreprises quand même pour s'adapter. Mais au fur et à mesure qu'ils sortent des fournisseurs, moi, je fais grossir l'entreprise. Et du coup, ça amène qu'en 1994, on commence à être une petite centaine. Et moi, j'impose à mon père de trouver une solution en disant l'entreprise est en train de grossir trop vite. Je ne veux pas un système de succession où tu vas être avec moi pendant l'éternité. Donc, il faut qu'on rachète. Et du coup, en 1994, je rachète l'entreprise. On est 80, 100. Et je passe à 800 en 2002 quand PUM vient me contacter en me disant que... Une croissance assez rapide. Ouais, c'était une croissance assez rapide. Et là encore, il y avait interne du coup, interne et externe. Interne et externe. Le site de Villefranche passe à 250 personnes environ. Ouais. Mais après, il y a beaucoup de rachats d'entreprises justement qui ne sont pas sélectionnés parce qu'elles n'ont pas suivi les procédures. Et du coup... tu absorbes tes concurrents à ce moment-là pour grandir. Et aussi, une demande des gros donneurs d'ordre d'intégrer tous les métiers d'acier. De façon à ce que quand ils ont une pièce, l'acheteur n'ait pas de questions à se poser. Ils savent que s'ils viennent... ils envoient un appel d'offres au groupe Terrier, enfin le groupe Alliance Métal. On va savoir répondre... à la demande. Et en termes de posture de dirigeant, de passer d'une entreprise 80 à 800, est-ce que ça change quelque chose ? Quels sont les changements à ce niveau-là ? Oui, ça change énormément de choses, mais et c'est peut-être un de mes défauts, c'est que j'ai du mal à prendre du recul, et du coup, je gère toutes mes entreprises comme j'ai géré Terrier. Et je pense que si jamais je vends, c'est que justement, je sens que j'ai pas cette capacité à prendre du recul et que j'ai sûrement atteint un petit peu mon seuil de compétence, que gérer 4-5 entreprises, je sais le faire parce que je suis un homme de terrain et que quand je suis au milieu des gens, je sais leur donner cette motivation qui fait que ça va tourner, mais que si je passe à 2000, 3000, ça va être différent et que j'aurai peut-être pas cette capacité à... Peut-être que j'aurais dû insister. Mais... Et en termes de... pour structurer aussi tout ça, j'imagine que ça a dû... il a dû y avoir des étapes, des moments clés pour harmoniser un peu tout ce petit monde. J'avais un super conseiller juridique. Ça, c'est vrai que j'avais un conseiller juridique qui était vraiment top. Donc lui, il m'aidait à réfléchir. Et aussi les donneurs d'ordre. Parce que bon, j'étais un petit peu le champion de Renault Trucks, par exemple, ou de Cater, et eux, ils m'aidaient à réfléchir. Une boîte comme Renault m'a fourni 2 ingénieurs de l'école des mines, en me disant, c'est eux qui vont t'apprendre, c'est eux, ils viendront avec toi une semaine tous les mois, et ils te donneront des devoirs, et ils te demanderont de lire certains bouquins, et si tu comprends, on ira plus loin, et voilà, c'est... le temps que j'avais pas passé à l'école, du coup, c'est des gros donneurs d'ordre. Ouais, c'est une chance parce que souvent, en tant que dirigeant, tu as encore ton père pour en discuter. Ouais. Il y a quand même une solitude. Ouais. Pouvoir discuter, tu n'avais pas d'associé à ce moment-là. Non, j'ai pas. Voilà, pas c'est ça que d'avoir ton principal client avec qui tu peux discuter, qui est plus gros que toi, qui peut t'apprendre des choses, et qui en plus te met à disposition des ingénieurs, c'est top. Ouais, c'était vraiment incroyable. Mais là, c'est pareil, ils l'ont proposé à d'autres qui n'ont pas voulu le faire. Tu vois. Et bon, ça m'a passionné, c'était comme ça. Et pour nous, la partie finance, comptabilité et ces aspects-là, est-ce que c'est pareil, il faut structurer un peu tout ce schéma-là? T'as intérêt de trouver un bon expert comptable qui va t'aider à prendre les bonnes décisions. Et est-ce que pour toi, c'était un sujet naturel ou plutôt une contrainte? Comment tu appréhendais un peu ces aspects-là? Parce que même pour la croissance, ça peut, au niveau de la trésorerie, aller chercher des financements, tous ces sujets-là. Après, sur la trésorerie, c'est vrai que j'ai jamais eu beaucoup de soucis parce que l'entreprise était très très rentable. Donc, et mon père m'avait laissé peut-être une petite entreprise, mais une entreprise très saine avec une équipe aussi, avec une équipe incroyable. Donc du coup,
le fait d'aller chercher des finances, la seule fois où j'en ai bavé, c'est quand on s'est mis d'accord avec mon père pour le montant du rachat de l'entreprise. Vu que là, j'avais vraiment pas les moyens, il a fallu que je trouve un banquier qui accepte le deal de dire on va vous prêter la somme qui est demandée et vous mettrez 10 ans pour la rembourser. Voilà, les banquiers avaient en ce temps-là des pouvoirs qu'aujourd'hui ils n'ont plus. Et le gars dit je vous fais confiance. Ben voilà. Et après, le plan de financement, tu as tes comptables en interne qui t'aident. Enfin, voilà, c'est. Ouais, vous aviez une équipe. Une équipe c'est à toi de trouver l'équipe et de trouver les gens qui. Oui, et staffé correctement en interne aussi. Hein. Après, tu vois, je pense que j'ai fait une grosse erreur. Enfin, je ne sais rien si c'est une erreur. Le choix des bâtiments, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde fait des SCI, et c'est souvent la richesse du chef d'entreprise. Moi, ce n'était pas du tout ma philosophie, parce que après, c'est vrai que j'étais jeune à ce moment-là, donc tu ne penses pas du tout à ce qui va se passer derrière. Je pensais juste à un truc, la rentabilité de ma boîte. La rentabilité de ma boîte, je vais être le plus fort, je veux surtout pas que les Allemands viennent m'attaquer, les Roumains arrivaient, les Polonais arrivaient. Ce que je voulais, c'était payer mes bâtiments, et qu'après, il n'y ait plus de loyer, et que j'allais encore être plus fort, et que j'allais avoir un taux horaire que personne n'allait pouvoir battre, et que... Vous avez compris ça directement, de se dire on va se battre au niveau de le marché qui finalement s'agrandit. Ça, dans les années 2000, si tu veux, c'est 94-2000, je passe des très belles années. 2000, tu as l'euro qui arrive, tu as les 35 heures qui arrivent, tu as l'Europe qui s'ouvre vraiment avec les pays de l'Est qui arrivent. Et pendant qu'on te propose des concurrents qui ont des coûts incroyables, toi, tu es obligé de signer des plans de progrès continu où tu vas baisser les prix de 10% dans les 3 ans qui suivent. Donc, voilà. Le contexte, Maintenant, si tu regardes l'histoire, c'est quand même dommage que ces bâtiments, je ne les ai pas. Parce que quand tu vas à Arcelor à la fin, tu te dis, ils vont toujours payer les loyers. Est-ce que tu as acheté le bâtiment, c'est tout à l'heure, ça n'a pas dissocié finalement le... J'ai pas dissocié, c'est dans l'entreprise. l'entreprise. Par l'entreprise. Ouais, j'ai acheté par l'entreprise. Mais d'un autre côté, si cette entreprise, elle existe encore, je pense parce que c'est justement parce qu'aujourd'hui, ils vivent sans loyer. Donc, je me dis, c'est peut-être dommage pour moi, mais c'est aussi une fierté parce que si c'est dans le groupe Arcelor, ce qu'ils avaient monté dans la transformation de l'acier, il n'y a que mes boîtes qui ont survécu, toutes les autres ont fermé et tout le monde a été licencié. Donc, c'est une fierté. C'était peut-être que j'avais la bonne solution. Hein. Et justement, là, on arrive sur la session de ton entreprise. Ça, comment on le prépare? C'est souvent pas évident pour un dirigeant de donner les clés du camion et de laisser sa boîte. Ça, comment toi, tu l'as appréhendé? Est-ce que tu l'as anticipé? À quelle temporalité? J'ai 37 ans quand l'offre elle se fait. C'est vraiment pas dans ma tête. J'ai ouvert une entreprise en Chine. Il y a un développement sur la Chine qui devient phénoménal. Les feux sont tout au vert. Les grands donneurs d'ordre font un peu de moi leur leader. Donc j'ai aucune raison de m'alerter. Mais le groupe PUM, qui était un distributeur d'acier, se rend compte que lui est en train de perdre le contact avec les gros donneurs d'ordre, vu qu'ils ont arrêté toute leur tolerie. Parce qu'ils réduisaient leur nombre de fournisseurs, mais ils arrêtaient aussi leur production en interne. Donc PUM, qui avait l'habitude d'avoir ses vendeurs qui travaillaient en direct avec les bureaux d'études des gros donneurs d'ordre, perdait le contact. Et il me dit, ça suffit, là, tu as pris trop de marché chez Carrier aussi, qui a été un gros client, chez Carrier, chez Otis. C'est toi qui parles en direct. On veut reprendre ce contact et on te fait une proposition pour acheter. Et ça se passe à Satolas, en ce temps-là, Satolas. Je suis un peu bluffé, j'écoute. Et mon conseiller juridique dit pause. Il me dit on va sortir 5 minutes. Et il me dit écoute Philippe,
C'est à toi de prendre la décision. Tu t'imagines sur le quai d'une gare, tu attends un train, et là, je peux te dire que c'est juste le TGV première classe qui vient de s'arrêter. Les portes sont ouvertes, grandes ouvertes, elles ne vont pas rester longtemps ouvertes. Mais voilà, tu prends la décision, tu montes dans le train, tu attends le prochain. Le prochain, il sera peut-être encore plus beau, ce sera peut-être un train du futur exceptionnel, ou une vieille Micheline, ou pas de train du tout. Voilà, c'est toi qui dis. Ouais. Et voilà, c'était les années 2002, donc vraiment les pays de l'Est qui devenaient de plus en plus forts, les 35 heures qu'il fallait mettre en place. Peut-être que j'ai senti que j'étais arrivé au bout de mon histoire, je ne sais pas. En tous les cas, il y avait la qualité des repreneurs aussi. Ouais. Il y avait beaucoup de pénurie d'acier. Il m'amenait la sûreté de l'acier, des finances autant que je voulais. Le groupe était très très riche qui me rachetait. Et puis les gens très sympathiques en face de moi et très industriels. Donc j'ai dit ouais, on lance le truc et voilà. Et du coup, à ce moment-là, tu envisages la session, elle va se réaliser. Tu restes dans le groupe pour la partie opérationnelle, comment ça se passe? Ouais, est-ce que je vends 34% en ce moment-là? D'accord, ok. 34%, avec un deal sur la vente sur les prochaines années. Ok. C'est sûr que 2002-2006, je passe des années extraordinaires. Il y a un gars chez Pume qui vient me voir, qui est mon N+1, mais il me laisse une paix royale. Au niveau des ressources humaines, je fais toujours ce que je veux, des primes. Enfin, je suis majoritaire, donc je fais ce que je veux. Quand j'ai des investissements à faire, je leur présente simplement sur un format A4 la rentabilité du projet. À chaque fois, c'est validé. Ils viennent une fois par mois dans l'entreprise pour que je leur présente mes tableaux. Oui. Mais là, je suis face à des hommes qui aiment aller dans l'atelier, qui veulent voir leur investissement, à quoi ça correspond. On va féliciter les opérateurs. Il y a un lien qui est vraiment intéressant. Et franchement, c'était que du bonheur. Et pour tes équipes, est-ce que l'arrivée de ce grand groupe, est-ce qu'il y a eu des craintes? Comment tu leur as amené aussi le sujet? Parce que ça peut, eux, soulever après, j'imagine, quelques questions et une certaine peur. Ouais, mais vu qu'ils étaient minoritaires, j'avais pu vendre la chose comme il faut. Puis les gens voyaient bien que l'entreprise elle grossissait très très vite et que de toute façon ça allait arriver. Et encore un coup, ils avaient trouvé les mots aussi pour expliquer aux gens qu'on pouvait avoir confiance en eux et que ça allait bien se passer. Ouais, donc vous n'avez pas eu de problème après pour embarquer les équipes Non, dans ton puis process. encore un coup, l'entreprise gagnait de l'argent, il y avait des primes fabuleuses pour les salariés, les salaires montaient régulièrement. C'était une période faste pour l'entreprise. Et du coup, la suite, à un moment donné, tu vas vendre la totalité des parts. Alors ça arrive quand voilà. La suite, c'est que manque de peau, Pume a un petit défaut, c'est qu'ils ont un actionnaire qui s'appelle l'Arbed, qui est le sidérurgiste luxembourgeois. L'Europe décide de créer Arcelor, donc le Ar de Arbed, le sel de Aceralia, qui est le sidérurgiste espagnol, et le Or de Usinor, qui est le sidérurgiste français. Voilà, donc ça donne Arcelor. Et manque de peau, les gens de Pume étaient sur le terrain français en guerre continue contre les mecs de Usinor. Voilà, et vu qu'Usinor est plus fort que l'Arbed, on se débrouille pour détruire au fur et à mesure les gens de Pume. Donc je vois mes interlocuteurs disparaître au fur et à mesure. Ça reste encore, j'ai à ce moment-là encore des interlocuteurs intéressants. Mais manque de peau, il y a l'opération de Mittal qui arrive rapidement. Et Mittal dit, mais je veux être le plus grand producteur d'acier. Qu'est-ce que vous m'avez mis dans les pattes? Un truc qui fait de la transformation d'acier, c'est pas le rôle. Voilà, et puis les interlocuteurs, je les ai plus. C'est des gens qui veulent des tableaux, qui sont bons dans les chiffres, qui savent compter, mais qui n'ont aucune des qualités humaines que pouvait avoir l'entreprise. On m'explique que les ressources humaines, comme je l'ai fait, c'est pas bon. Les ressources humaines, c'est pas ce que je porte le plus dans mon cœur. Je pense qu'une entreprise qui a des ressources humaines, c'est qu'elle a un problème.
Je pense que c'est pas nécessaire, en tous les cas. Il ne doit pas y avoir un service central qui fait ça. Et donc, les ressources humaines prennent la main. Ça change on impose le schéma certaines de choses. dialogue. On m'explique que mes façons d'augmenter les salariés, il faut faire des NAO. Je ne sais pas ce que c'est. En chinois, totalement différent. Je dis ni rao pour dire bonjour, mais NAO, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc des négociations annuelles obligatoires, ok, que c'est pas moi qui dois les faire, parce qu'il faut un lien entre la direction et les ouvriers, il faut des syndicats, que c'est important, voilà, qu'on ne peut pas parler en direct comme ça avec les gens. Donc, et du coup, moi, les NAO, je prenais tout le monde dans l'atelier, j'expliquais ce qu'on allait faire, l'augmentation qu'il allait avoir, et tout le monde était heureux. Et du coup, on fait la première réunion en leur expliquant qu'il y aura 0% d'augmentation. Voilà, ça met un beau bazar dans l'atelier, tu perds une journée de production. Derrière, on fait une deuxième réunion, on va leur donner la moitié de ce que je leur avais promis. Mais ça met encore un peu plus de bazar. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça s'indique rapidement, énormément. Et pour lâcher à la troisième réunion tout ce que tout ce que j'aurais donné. Donc, voilà. Donc après, au milieu de ce bazar, après il y a encore d'autres choses. Il y a la fermeture de Grande Range, au niveau d'Arcelor, rappelez-vous. Donc avec la promesse de ne pas faire d'autres licenciements que Grande Range. Et on se tape les subprimes en 2008. Et là, c'est dur. Là, c'est dur parce que là, tu as une baisse de chiffre d'affaires de 70%. Donc, quand tu as 800 mecs dans les ateliers, tu en as 500 qui n'ont rien à faire. Et ça, comment on gère ça, de nouveau, ce moment? Là, par contre, si c'est Philippe Terrier qui gère, il y en a 500 qui prennent la porte et rapidement. On serait battu pour qu'il n'y en ait que 300, mais en allant chercher les marchés dans tous les sens. Voilà, mais là, il y a Arcelor qui a annoncé qu'il n'y aurait pas de licenciement sur les sites. Donc, on garde tout le monde jusqu'au plan de départ volontaire. Voilà. Et là, il y a un plan de départ volontaire qui est vraiment intéressant pour les salariés. Mais dans ce cas-là, c'est tous les meilleurs qui s'en vont. Hein, donc ton soudeur qui a les qualifications, tes meilleurs commerciaux qui te disent « Philippe, tu nous as appris à vendre de l'acier, bon, ça va vendre autre chose ». Tous tes comptables. J'ai 8 comptables sur 9 qui démissionnent. Donc on t'explique que ça va être mis en Pologne. Là, t'es content, hein, c'est bien. Et du coup, je monte à Paris pour voir le Big Boss, mais un N+3 ou un je sais pas quoi, en direct, sans rendez-vous. Et le gars, il me dit, vous faites quoi ici? Je lui dis, c'est pas possible, ce que vous faites, vous êtes en train de détruire mon truc. Et il me dit, mais monsieur, il y a un plan de départ volontaire, hein. Aujourd'hui vous êtes salarié. Moi, l'ordre, il vient du bon Dieu. Donc, le bon Dieu m'a dit de faire ça. Terrier est gentil. Bon, si ça ne vous va pas, vous prenez le plan de départ volontaire. Et du coup, j'ai pris le plan de départ volontaire. Voilà. Et du coup, la philosophie correspondait plus tellement à toi ce que tu voulais. Devant ça, toi, tu choisis. Est-ce que le projet immédiat... C'est une fuite, hein, parce que j'ai pas fait un pot de départ. Hein, j'ai même pas fait un discours devant tout le monde parce que c'était tellement dur, ça faisait tellement mal que. Et puis j'avais pas le droit de critiquer ce qui se passait. Donc voilà, je suis parti. Et on tourne une nouvelle page et on se lance dans de nouveaux projets dans ce moment-là. Ouais, après, faut pas cracher dans la soupe. Hein. Il me rachète les 34% qui me restaient. Il me fait même mon chèque pour le plan de départ volontaire. C'est un truc de fou. Tu tiens tous les clients ils sont là pour toi et tout. Il y a déjà plus beaucoup de clients, mais bon, on va pas en parler pendant des heures. Et du coup, tu es à la maison, tu dis, ça y est, à ce moment-là, j'ai quel âge ? C'est 2009, donc j'ai 44 ans. Tu te dis, ça y est, j'ai de l'argent. C'est vrai. J'ai une belle maison, je suis heureux. J'ai plus rien à faire. Donc les 15 premiers jours, ils sont sympas.
parce que tu as tous les copains qui t'appellent pour savoir comment ça va. Hein. J'ai l'impression que c'est les vacances. Voilà, c'est les vacances. Mais au bout d'un mois, ton téléphone, il sonne plus du tout. Hein, là, ça s'arrête assez rapidement. Et puis, c'est pas possible. T'as la femme de ménage qui dit Monsieur Terrier, vous pouvez pas. J'aimerais passer l'aspirateur, vous êtes devant la télé, là, toujours en pyjama, vous faites chier. Ça, c'est pas la vie. Il faut se retrouver des nouveaux projets. T'as une déprime, une phase de déprime à ce moment-là ou Non, ça va? non, je suis pas dans ce genre-là, mais tu es obligé de réfléchir à ce que tu vas faire. Ouais. Tu passes voir les copains dans leur boîte. Mais eux, ils disent, mais Philippe, t'es gentil, on te paye un café, mais tu vas pas y rester pendant 2 heures, hein, on a autre chose à foutre. Et puis ton cerveau, il a besoin de travailler. Ouais. Donc je monte un petit fonds d'investissement pour aider les entreprises. C'est un peu mon idée d'essayer de renvoyer l'ascenseur aux jeunes qui se mettent à leur compte. Et surtout, j'ai Jean Gachon, qui est un président historique du FCB, qui venait me voir tous les ans pour faire le sponsoring, hein, et qui me disait tout le temps, rejoins-nous au sein du FCB, on a besoin de toi, sur Villefranche, tout le monde te connaît. Et je lui disais, mais je n'ai pas le temps, je peux pas, je suis toujours à droite à gauche. Et là, dès qu'il a su que je faisais plus rien, il est venu me voir, il me dit, t'aurais pas du temps? Et je lui dis, bah ouais, je veux bien, mais pas. Je te donne juste un coup de main au niveau commercial. Et on a fait les premiers sponsors, c'était des sketchs, des trucs incroyables. C'était un personnage assez surprenant. Et on commence à développer un peu le sponsoring. Et manque de peau, on va loin en Coupe de France cette année-là. Et on joue contre Saint-Étienne, où on fait 2-2 à la fin du temps réglementaire. Il y a le tir au pénalty qu'on rate. Mais il y a une ambiance dans le stade qui est extraordinaire. Et là, Jean Gachot, il sent bien que je suis pris par l'émotion. Il me dit, Philippe, tu la prends la présidence? Et là, je lui dis, ouais, Jean, ouais, c'est trop bien. Et le lendemain matin, je lui dis, je crois que j'ai dit une connerie. Mais bon. C'était parti. Tu as dit, tu vas au bout, et puis maintenant, c'est une belle aventure. Ouais. Donc, du coup, à ce moment-là, tu cumules un peu donc, avec tes activités de fonds mais ça, je l'ai toujours, mais je suis toujours minoritaire. Ouais. Donc c'est plus une activité de conseil. J'amène un peu d'argent pour mon expertise, mais j'ai pas le problème il manque 3 mecs le matin. Oui. Le client, il y a une non-qualité, le client qui gueule parce qu'on est en retard. Ça, je veux pas l'entendre parler, donc ça me prend pas beaucoup de temps. Du coup, sur les projets qui te tiennent à cœur, dans lesquels tu as investi, enfin où tu as pu investir, tu as des secteurs d'activité particuliers. Comment tu as choisi finalement? C'est les hommes qui m'intéressent. Okay. Pour moi, la plus belle histoire, c'est Thalassa à Brignais. On fabrique des adoucisseurs d'eau. Ouais. Et ça reste un chef d'entreprise. Je suis avec lui depuis le début et on est devenus des potes. Hein. C'est bien. C'est une belle histoire. Très belle histoire. On va revenir un petit peu sur la gestion du club des Villefranches. Ouais. Le FCVB, c'est que tu en parles. Aujourd'hui, c'est bien ancré dans le territoire. Tu es un mécène aujourd'hui pour le territoire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? C'est un autre type d'entreprise. On n'est plus dans l'industrie. Tu découvres à ce moment-là l'industrie du sport, l'économie du sport. Enfin, j'imagine en tout cas. Ouais, carrément. Là, je connaissais vraiment rien. Du coup, rien du tout. Qu'est-ce qui t'a surpris dans la façon de gérer un club de foot? Comment ça fonctionne? L'ennui, c'est que c'est souvent des présidents qui sont plus passionnés que gestionnaires. Donc là, tu vois beaucoup d'aberrations. Jean était formidable, mais il y a des moments, il craquait un peu. Et du coup, les finances, c'était compliqué. Il y avait Christian Duverne qui avait pris la présidence pour l'aider, mais Christian avait un gros poste chez De Sautel et il ne pouvait pas s'en occuper, donc c'est Jean qui gérait tout. Et tu découvres que souvent un club de foot, il est géré n'importe comment. Il n'y a aucune rigueur, il y a des coups de cœur. Si le joueur il sait bien faire la danse du ventre, le président il craque, il fait n'importe quoi. Moi je viens avec mes techniques, c'est comme ça. Si tu acceptes mes conditions et si tu viens me faire la danse du ventre dans 6 mois, on a signé pour 1 an, tu fais 1 an comme j'ai dit, et puis voilà. Et puis surtout, je mets en marche une véritable démarche commerciale. Donc là aussi, j'ai la chance de trouver le commercial qui va bien, parce que j'ai Gaëtan Mazola, qui aura été quelqu'un d'important, enfin qui est toujours quelqu'un d'important. Et voilà, c'est un jeune que je prends en apprentissage.
il comprend bien comment je vois les choses et je pense qu'ensemble on fait quelque chose d'extraordinaire. Et là, aujourd'hui, donc, du coup, le club, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la structuration comment, Donc l'ennui, c'est qu'on développe bien le truc et qu'on professionnalise quand même beaucoup de personnes, aussi bien au niveau des éducateurs de jeunes que le commercial. Il n'y a que tout ce qui est comptabilité qui est externalisé. Et puis moi, je fais vraiment toute la paperasse. Je suis la secrétaire du FCB. Hein. Et avec des bénévoles, avec quand même des bénévoles qui sont précieux. Et du coup, ben, on est récupéré par le système où si tu as un chiffre d'affaires qui atteint un certain montant et une masse salariale qui atteint un certain montant pendant quelques années, tu as l'obligation de passer en société. Voilà. Donc du coup, ou de passer en société ou d'appliquer la TVA, je ne sais plus. Je sais plus ce que c'est. Parce que là, vous étiez une association jusqu'à Non, présent. c'est qu'une association. Et après, tu as le passage justement en société Voilà. qui va arriver. Et du coup, ben, on est obligé de créer une SAS. Oui. Donc aujourd'hui, il y a 2 structures. Il y a une association qui s'occupe de tous les jeunes jusqu'à l'équipe réserve. Et puis, tu as une société qui s'occupe de l'équipe 1. Et là, c'est vraiment une entreprise avec des actionnaires, avec de la facturation avec de la TVA, des salariés. Ça ressemble plus à ce que tu as connu à l'époque. Ouais. Et donc tu te retrouves dans un élément que tu maîtrises peut-être un peu mieux, à ce niveau-là, dans la structure, dans l'organisation peut-être. Ouais. Voilà. Après, je ne peux pas aller sur le sportif, parce que vraiment, même si avec l'expérience, souvent je dis aux joueurs qui devraient peut-être venir parler avec moi avant de prendre certaines décisions sur leur carrière, parce que voilà, moi je le fais pour eux, je le fais pas. Je pense que un joueur qui va me demander quel est le meilleur chemin à prendre, je ferai tout pour que ce soit la bonne décision pour lui avant que ce soit la bonne décision pour le club. Voilà, j'ai acquis cette expérience, mais ça correspond à Ce que tu faisais déjà dans l'atelier finalement. C'est Voilà. ça, Ouais. c'est ça. Tu le fais maintenant sur le terrain, ce que tu fais dans l'atelier. La relation que tu peux avoir avec les autres présidents de club, de la région ou peut-être du championnat, comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, c'est moi qui représente les clubs amateurs au niveau du championnat national pour la future Ligue 3. Okay. Donc, c'est bien parce qu'il y a beaucoup plus de relations avec les clubs de national, les présidents de clubs de national en ce moment. Donc, on apprend un petit peu à se découvrir parce que si tu m'avais posé la question il y a 2 ans, je te dirais que c'est un monde où tu n'as pas de copains finalement. Tu peux pas avoir confiance parce que c'est un monde bien plus cruel que l'industrie. Ça peut paraître surprenant, mais tu n'es que sur du court terme, avec des joueurs qui ont des CDD d'usage, des entraîneurs qui ont des CDD d'usage. Et c'est bizarre comme monde. Il n'y a aucune fidélité qui est possible, parce que même le joueur qui aime bien le club et qui aime bien le président et qui aime bien la ville, de toute façon, s'il a une opportunité qui se présente, ça serait une folie. Sa carrière va s'arrêter à 32, 33 ans. Il doit passer outre. Et le joueur que tu aimes bien, mais qui n'a pas le niveau, et ben à la fin de la saison, tu dois juste lui dire désolé, je t'aimais bien, mais va ailleurs. C'est assez spécial. Vraiment, c'est spécial. Ça, tu t'attendais à ça? Quand tu as signé pour être président puis actionnaire, de dire... C'était pas le même niveau, donc tu pouvais garder les joueurs plus longtemps, tu vois. Il n'y avait pas cette peur de descendre qui pouvait être fatale pour le club. Aujourd'hui, tu te bats en national, tu as des clubs qui sont tellement prestigieux face à toi, des Dijon, des Sochaux, des Caen, qu'on va recevoir demain. Automatiquement, les budgets, c'est pas les mêmes, et tu es un des petits poussins du groupe. Là, la pression est forte. Tu dois prendre des décisions, qu'elles te plaisent ou qu'elles te plaisent pas. Du coup, sur le sportif, tu t'entoures de... Il y avait une structure. Oui, il y a une structure. On a un petit comité sportif qui m'aide à prendre des décisions. Voilà, puis il faut tout le temps impliquer beaucoup ton coach sur les choix, c'est important. Ouais. Et du coup, de ce que je vois,
l'engagement des équipes, ce côté humain que finalement tu avais beaucoup dans l'entreprise, tu le retrouves aussi quand même aussi dans le sport. Alors même si une relation un peu plus court-termiste, Ouais, il y a cette notion à chaque fois d'embarquer d'embarquer tout le monde dans le même sens qui est assez forte. C'est la seule chance que Villefranche. De toute façon, les joueurs qu'on. C'est difficile de dire qu'on a un niveau supérieur au nôtre, mais c'est quand même la réalité. Okay, Nos meilleurs joueurs, de toute façon, ils partent pour aller au-dessus ou aller dans les clubs pro qui sont à un autre niveau. Donc, si tu veux qu'avec tes joueurs, tu puisses aller rivaliser contre ces grosses écuries, j'ai oublié Valenciennes tout à l'heure, eh ben, il faut que tu crées autre chose, il faut que tu crées un truc où il y a un groupe qui vit, qu'il y ait le plaisir d'être ensemble. C'est pas l'argent qui va les motiver. Ouais. Parce qu'un joueur à Villefranche, il gagne 2 700 € brut par mois, il lui reste 2 000 € à la fin du mois, c'est le challenge d'essayer d'aller jouer plus haut, mais aussi le plaisir de jouer ensemble. Ouais. Et là, du coup, sur cette partie-là, aujourd'hui, vous avez un expert comptable qui vous accompagne. C'est pareil. Enfin, là, c'est une autre gestion qu'une entreprise, mais il y a le budget, il y a toutes ces choses-là quand même aussi à voir. C'est même plus pointu que ce que j'ai connu, parce que là, tu as la DNCG, à qui tu dois donner des comptes tous les 6 mois. Et là, les tableaux, ils sont. Là, ils passent du temps à remplir les tableaux. Ouais. Il faut, donc du coup, là, vous travaillez main dans la main. Ah là, toutes les semaines, on travaille sur les. C'est un travail, ok. Chaque semaine, chaque rendez-vous semaine, avec prévisionnel et l'expert tout, comptable. on regarde où c'est qu'on va, c'est assez pointu. Là, il y a le vrai rôle de partenaire, là, pour le coup. Ouais. Et après, aussi, on est un club atypique, parce qu'avec 650 partenaires, c'est vrai que c'est différent d'un club où tu as un partenaire qui amène 80% du budget d'un coup. C'est sûr que c'est moins compliqué. Nous, c'est un combat de tous les jours. Hein. Et vous avez combien de salariés? Il y a combien de salariés au sein du club? 76 en ce moment. Alors, une partie sur l'ASSO, une partie sur la SAS. Mais voilà, l'autre point dont je suis fier, c'est cette association où Daniel Triquet est le président. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des plus belles associations de France, parce que ce qu'on fait avec les jeunes et les moyens qu'on leur donne de progresser, de travailler comme il faut, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs de national qui peuvent se vanter de faire ça. Et la part qui est consacrée à l'association, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de présidents qui accepteraient de donner autant de part du budget à l'ASSO par rapport à la SAS. Mais le but du FCAB, c'est ça. Souvent, je repense aux statuts qui ont été écrits en 1927. On est une association qui a été faite pour amener les jeunes à faire du sport et à apprendre les pratiques du football à travers cette association. Donc soit on respecte ça, soit c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur de continuer. Toujours été la dimension sociale, finalement, et l'ancrage territorial. Et que, finalement, que tu gardes finalement avec ta casquette à la fois de ton club, et même finalement en aidant aussi des entreprises à se développer. Ça fait partie de ma fibre, c'est comme ça, mais ça me bouffe la vie, hein, mais je ne peux pas m'en empêcher. D'accord. On a parlé pas mal de l'expert comptable. Les commissaires aux comptes, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as vécu ta relation avec les commissaires aux comptes que tu as pu avoir? On a des approches un peu différentes. Ouais, mais les commissaires aux comptes, si tu veux, je pense que leur rôle il est plus difficile quand ils vont sur une entreprise qui est en difficulté. Moi, j'ai toujours eu des commissaires aux comptes sur des entreprises qui allaient bien. Donc, ou une entreprise que je reprenais qui allait mal, et là, il m'aidait un petit peu à voir où ça marchait pas. Mais quand ils sont là pour valider des comptes qui marchent bien, c'est pas qu'ils servent à rien, mais ils ont le bon rôle, tu vois. Où ils m'aident le plus en ce moment, c'est sur le foot, parce qu'il faut beaucoup de réactivité. Parce que la DNCG, tu passeras pas devant la DNCG même si ta présentation n'a pas été, ton prévisionnel n'a pas été validé par le commissaire aux comptes.
Et souvent, on leur donne le dossier 3 jours avant. Donc, mais là aussi, c'est pareil. Ils récupèrent un dossier qui est propre. Oui. Je pense que c'est plus simple pour eux que si je leur ramène un truc confiance dégueulasse en disant il faut que tu signes, sinon je passe pas dans la DNCG. C'est vrai que c'est une approche métier qu'on connaît moins de notre côté. On travaille avec les clubs de sport, la DNCG, c'est nouveau pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. C'est vrai que c'est ça aussi l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, c'est travailler avec l'économie réelle. Mais c'est le même truc qu'une entreprise. Hein. Quand il doit valider un bilan s'il sait qu'il est tout faux, c'est quand même plus compliqué que s'il il valide un bilan où il sait que on a plutôt mis de côté pour pas trop payer d'impôts. J'ai une dernière question dans son rôle aujourd'hui d'investisseur, coach, mentor, avec la multitude d'entreprises dans lesquelles tu es associé. Est-ce que tu sens que les dirigeants de TPE sont bien accompagnés? C'est toi qui joues ce rôle-là. Qu'est-ce qui pourrait leur manquer dans le quotidien que pourrait apporter un expert comptable? Que pourrait apporter quelqu'un qui maîtrise, on va dire, les codes de l'entrepreneuriat? C'est notre rôle aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que les experts comptables ont évolué, que les jeunes qui arrivent sur le marché ont plus, je pense que c'est à travers leurs études, plus cette culture d'accompagner le chef d'entreprise sur son prévisionnel, sur la stratégie, sur comment il doit structurer sa boîte. Je pense que... Tu sens qu'il y a une évolution vers ça? Il y a une évolution. Ouais. Je trouve qu'il y a une évolution là-dessus. Ouais. C'est une évolution qui était attendue, qui est insufflée effectivement par les IAE, par l'ordre, les confrères en général. C'est pas du tout mon domaine, mais moi je sens qu'aujourd'hui, tu as le comptable qui t'amène les chiffres, mais l'expert comptable qui est là plus pour t'aider à prendre du recul et à essayer de réfléchir à comment tu dois voir l'avenir. Et c'est ça votre rôle. Oui, effectivement. Ouais, et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite s'installer, est-ce que tu aurais un tips ou quelque chose, ou à l'inverse, à ne pas faire? Si tu n'as pas la passion, fais-le pas. Fais pas ça pour gagner de l'argent et ça viendra tout seul. Mais surtout, crois pas que c'est les autres qui vont faire le boulot à ta place. Si tu n'es pas à 100% dans l'entreprise, c'est pas la peine. Si tu penses que chef d'entreprise, c'est d'avoir une belle bagnole et de flamber, arrête tout de suite, ça va pas durer longtemps. Et surtout, soigne ta trésorerie. C'est la première chose, soigne ta trésorerie. Je pense que c'est le conseil principal. Si tu as la boule au ventre le matin, est-ce que tu vas pas payer tes fournisseurs? Tu peux pas être bon dans le business. Donc ça ne sera pas viable sur le long terme. C'est trop compliqué. On a l'habitude de terminer un peu nos interviews avec des petites questions bonus. Si tu avais un livre à nous recommander, avoir lu dans sa vie, quel livre tu nous dirais? C'est pas facile, parce qu'il y a tellement de livres différents aussi. Mais dernièrement, je suis tombé sur un personnage incroyable et je lui ai conseillé de lire un livre qui s'appelle Combat Vital, qui a été écrit par Donna Bray. Et c'est un petit peu sur le mental, parce que c'est quelqu'un qui a eu un parcours de vie compliqué et qui n'a jamais lâché. Et c'est un peu ce qu'il a raconté dans ce bouquin, Combat Vital. Alors moi, j'ai une question sur si demain, tu as peut-être donné un élément de réponse tout à l'heure, mais peut-être que la réponse va changer. Si tu avais le choix, la possibilité de dîner avec la personnalité de ton choix, décédée ou encore vivante, qui tu choisirais? Zidane. Bon, Zidane. Après, Coluche. Hein. On pensait que tu allais dire Coluche. Mais il est mort, je ne vais pas manger avec lui. Si je peux croiser Zidane, ouais. ça m'intéresserait de comprendre le personnage. Ouais. Excellent. Et je ne sais pas si tu es amateur de musique, est-ce que tu as une chanson en ce moment que tu écoutes? C'est Lady Gaga. Lady Gaga, avec le concert du moment. C'est vraiment une star. Hein. Merci beaucoup. Merci Philippe pour cet échange.